Bonjour à tous, Franck Muller, et nous sommes vendredi 21 août. Bien, un petit détail sur le programme. On m'a demandé de parler de la loi bioéthique, on m'avait posé des questions, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous proposer, je vais vous parler des mesures draconiennes, et de certaines personnes qui montaient dans un train pour leur sécurité. Et puis on va revenir sur cette histoire des humanitaires tués au Niger, malheureusement, et sur leur bagage, leur formation. Et parfois vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce que ces gens, si diplômés, sont allés faire là-bas? Voilà. Et bien écoutez, je vous rejoins dans une quinzaine de secondes. À tout de suite. Merci. Bien, donc je vais parler en premier de la loi bioéthique. Effectivement, on m'avait interpellé en me disant sur un commentaire d'une vidéo, Monsieur Muller, vous n'avez pas parlé, c'est quelque chose de très très important, la loi bioéthique, l'IMG à 9 mois. Oui, effectivement. Je voulais en parler, et puis bon, la densité de l'information fait que il faudrait faire des vidéos de 1 heure pour parler un peu de tout. Alors moi, personnellement, j'avais vu ce vote de loi, et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est une parodie de démocratie, si vous voulez, orchestrée savamment par le gouvernement pour faire passer en douce un texte qui ne répond aucunement à l'intérêt général des Français. Il n'a rien trouvé de plus urgent que d'organiser le débat sur la loi bioéthique, et cela se terminait la dernière semaine de juillet. Il a refusé d'organiser un vote solennel, comme pour tous les projets de loi importants, permettant à tous les députés de voter, de prendre leurs responsabilités devant la nation. Sans prévenir les parlementaires, il a laissé traîner le débat dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août pour faire procéder à un vote, ce qu'on appelle un vote conclusif, à 3h30 du matin. Donc évidemment, l'hémicycle était vide et des dispositions très spécifiques, ce qu'on appelle transgressives, comme l'extension de l'interruption médicale de grossesse jusqu'au 9e mois, sous un prétexte de détresse psychosociale de la femme, c'est vraiment une notion nébuleuse, ouvrant la porte à tous les abus et à la création également. Cette loi autorise la création de ce qu'on appelle de chimères, c'est-à-dire ce sont des embryons mixtes avec des cellules de l'homme et de l'animal. Donc on commence à aller vers des savants fous, si vous voulez. Et donc, ça a été adopté par quelques dizaines de députés à l'Assemblée. Voilà. Il faut espérer qu'en deuxième lecture au Sénat, et puis après, il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Peut-être qu'il y aura un vrai débat d'organiser. En tous les cas, ils ont essayé de nous faire passer ça, ni vu ni connu. Alors, moi, j'avais eu l'occasion de mettre sur ma page Facebook, de parler de ceci. Et donc, j'avais été interpellé effectivement par cette fameuse IVG, enfin, ils appellent ça IMG, c'est-à-dire l'IMG, c'est l'interruption médicale de la grossesse, qui est valable pour toutes les femmes qui ont un souci spécifique. On s'aperçoit que l'enfant à la naissance ne sera pas viable, qu'il y aura un problème, peut-être de trisomie, un petit problème de malfaçon cardiaque qui ne pourra pas être opéré. Et ainsi, on est obligé parfois de procéder à des interruptions de grossesse à 7, 8, 8 mois, etc. Bon. Donc moi, je m'en étais alarmé. J'avais même mis sur ma page Facebook une photo d'un fœtus de 8 mois, une très belle photo. Donc on voyait bien qu'effectivement, c'est pratiquement un bébé complet que l'on veut tuer. Et effectivement, cette notion, si vous voulez, de détresse psychosociale, c'est-à-dire une jeune femme qui serait enceinte, qui serait au chômage, qui serait abandonnée par son compagnon, pourrait dire 2 jours avant l'accouchement, je vais interrompre ma grossesse. Bien. Alors, je m'étonnais parce qu'à l'heure actuelle où beaucoup de couples souhaitent adopter,
que beaucoup de couples homosexuels souhaitent avoir des enfants. Une personne peut très bien accoucher sous X et cet enfant est repris par les services sociaux et qui s'occupent de le placer auprès de familles qui souhaitent l'accueillir. Donc ça, c'est une chose. Puis j'ai voulu rechercher cette vidéo, justement, enfin cette vidéo, plutôt cette publication sur Facebook, et puis en fin de compte, elle a disparu. Facebook me l'a enlevée. J'avais mis une publication d'une jolie petite fille chinoise de 4 ans qui parlait de son adoption. Celle-ci est restée, mais c'était très mignon d'ailleurs, mais elle est restée. Et ils m'en ont encore sucré une, et qui était un petit peu sur le même sujet. Ah oui, j'avais publié un article, je m'étais basé sur des enquêtes, etc. Toujours cette histoire, si vous voulez, de la PMA, la GPA, etc. Et c'est sûr que pour les couples qui souhaitent ardemment un enfant, mais comment expliquer? Il y a des élevages, c'est-à-dire que l'Indre est le plus grand sous-traitant de l'Europe. On sous-traite beaucoup de choses, on sous-traite des services bancaires, on sous-traite beaucoup de comptabilité, des choses comme ça, mais également on sous-traite la fabrication d'enfants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour quelques roupies, vous avez des jeunes femmes qui sont enceintes 9 mois après 9 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les parents commandent, voilà, il y a des choses qui sont faites techniquement, ce qui fait que les jeunes femmes sont quelque part fertilisées, inséminées, hein, comme on le fait à l'étable pour les vaches, et elles vous font votre bébé, et votre bébé vous sera envoyé ensuite par différentes organisations, et vous en sortez à 30 000, 40 000 euros. Voilà, j'avais publié ceci aussi en disant, voilà, GPA, machin truc, PMA, oui, mais l'autre côté du rideau, les conditions d'esclavage de ces femmes qui procréent pour votre bonheur, il faut en tenir compte. Et figurez-vous que cette publication a été aussi censurée par Facebook. Alors que je reprenais des articles de journaux, de quotidiens, je ne sais plus, Elle ou des quotidiens un peu féminins qui avaient fait des enquêtes il y a 1 an, il y a 2 ans, et donc c'était assez flagrant. Eh ben non, ça a été supprimé, vous voyez, très, très sensible. Bon, enfin, pour la loi bioéthique, voilà, c'est quand même très très particulier, hein, bon. Donc, Facebook m'a censuré, voilà. Que peut-on dire maintenant? Ah oui, je suis tombé sur un texte un petit peu anonyme, qui est assez sympa, je vais vous en faire part, puis après je passerai à autre chose. Nous voyons les mesures les plus draconiennes et nous n'avons jamais vu de notre vivant, que nous n'avons jamais vu de notre vivant. Et pourtant, plutôt que d'être alarmés, vous êtes nombreux à applaudir. Vous réprimez les gens de ne pas avoir obéi au gouvernement, et si l'un d'entre nous ose remettre en question quoi que ce soit, vous nous étiquetez de complotistes et vous nous sermonnez sur la façon dont nous sommes un danger pour la société. Quand allez-vous remettre en question ce qui se passe? Jusqu'où le gouvernement doit-il aller avant de vous réveiller? Et vous, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? S'il vous disait demain matin de monter dans le train afin que vous puissiez être emmené dans des camps de protection contre les virus pour votre propre sécurité, le feriez-vous? Il vous contrôle par la peur, il vous contrôle en vous convainquant que le monde est dangereux et effrayant. Mais eux, ils sont là pour vous protéger et prendre soin de vous aussi longtemps que vous obéirez. Obéissez et on vous protégera. Ils savent qu'il n'y aura pas de révolte tant que vous êtes confortable, tranquille chez vous, assis dans votre maison avec Netflix, Facebook, Twitter, et puis éventuellement vous versez une petite allocation. Voilà, pas besoin de la force pour maîtriser la totalité du troupeau. Au fait, saviez-vous que la phrase la plus utilisée par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale était celle-ci? Dies die ihrer Sicherheit. C'est pour votre sécurité. Voilà, montez dans le train, c'est pour votre sécurité. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille? Bah, si, décidément, rien ne pourra vous éveiller. Enfin,
Bien, je passe au plat principal. Enfin, toujours cette histoire de langage différent suivant les circonstances de la part de nos gouvernements. On a eu le meurtre d'Axel, on a eu des tas d'opérations, coups de couteau à droite à gauche, de personnes ruées de coups. Et nos gouvernants appellent ça des incivilités. Ce sont des agressions, souvent mortelles, dont les Français de type européen, malheureusement, sont victimes de la part de personnes qui sont issues souvent d'un autre continent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça se passe de commentaires. Alors, si on les actualités, vous voyez, on vous parle de 6 humanitaires français tués au Niger. Mais donc de jeunes Français anonymes assassinés par, entre guillemets, des racailles, ce sont des incivilités. 6 jeunes bien élevés, bien formés, qui sont envoyés au casse-pipe par des ONG qui parfois travaillent main dans la main avec des services de renseignement, ils se font tuer, c'est un crime odieux. Voilà. Hein. Nos enfants, nos petits jeunes sans histoire sont assassinés par parfois des personnes d'éducation, de culture musulmane. Hein. N'y voyez aucune... c'est simplement pour cibler ce qui se passe. Hein. N'y voyez aucune attaque contre les musulmans bien pensants, comme j'ai déjà dit, les pères de famille, etc. etc. Mais voilà, nos enfants sont assassinés dans nos rues. Votre enfant part pour aller danser et il ne revient pas parce qu'il a été pris dans une rixe. Voilà, hein. Mais généralement, ce n'est pas nos enfants qui s'amusent à jouer du couteau. Voilà. Alors les humanitaires, par contre, c'est parfois un petit peu des idiots utiles, des États qui les utilisent à des fins de renseignement, de déstabilisation, de subversion, un petit peu de propagande humaniste au service, en fin de compte, d'une géopolitique mondialiste. Hein. Donc, nos 6 humanitaires, dont ces 4 jeunes filles, sont mortes en service commandé, officieux, certes, mais certainement réel. Parfois, certains humanitaires ne se rendent même pas compte d'être manipulés et croient sincèrement à contribuer à une démarche altruiste, généreuse et désintéressée. Hein. Mais malheureusement, croyez-vous que la générosité, le désintéressement, comme la liberté, l'égalité, la fraternité, est-ce que ça existe encore? J'ai l'impression que ce sont des contes de fées et qu'il faut avoir un âge mental de 10 ans pour y croire. Alors donc, nos humanitaires, morts en service commandé, ont eu droit aux hommages de Jean Casse-Tête et de Ducombe-Moretti, qui d'ailleurs n'avaient rien à faire là. D'ailleurs, c'est ce que nous disait le journal Libération, enfin je veux dire le journal Aberration, vous savez, le journal libéral, libertaire, anciennement gauchiste, du pseudo-milliardaire israélo-lusitano-franco-suisse, M. Drahi, qui a des dettes comme ça. Voilà. Alors, je pense aux familles, hein, de voir leurs enfants comme ça, qui sont partis en Afrique pour un idéal et qui se retrouvent morts pour leurs idées. Alors, on pourrait... je fais un petit parallèle entre notre pauvre Axel, qui est morte à Lyon, hein, écrasée. Elle aidait à soigner, à sauver des gens à l'hôpital, hein, en France. Alors, pour nos ministres, évidemment, ce n'est pas une occupation humanitaire, hein, de soigner les Français. Hein. Alors qu'une certaine Charline courait, elle, au secours d'extra-européens, c'est vrai qu'elle était socialiste, des extra-européens qui, comment dire, donc des Africains, mais c'est très particulier parce que ces gens s'exclament, crient, hurlent contre les Français, contre le néocolonialisme, mais en fin de compte, ils semblent incapables de se débrouiller tout seuls. Et donc, dans un bel élan humanisme, tiers-mondiste, solidaire et fraternel, certaines personnes y vont. Donc, si je comprends bien, Axel a été victime dans les rues de Lyon d'une incivilité, et Charline a été victime d'un crime odieux.
Enfin, mais quelque part, je pense à Charline, il ne voyait pas une polémique, mais si on veut vraiment aider les Africains, il y a tout ce qu'il faut en France. Il y a des arrivages réguliers, de nouveaux clients à aider. Il y a assez d'ONG immigrationnistes en France pour satisfaire les appétits solidaires et s'occuper autant que vous pouvez de toute la détresse humaine. Elle aurait pu embarquer sur les nombreux bateaux-taxis aspirateurs à migrants qui font la navette entre l'Afrique et nos côtes européennes pour accélérer l'invasion de notre continent par des personnes qui, quelque part, viennent chez nous, mais qui, en même temps, nous haïssent. Hein. Le tiers-monde, en général, et l'Afrique en particulier, sont des endroits dangereux pour les Blancs. Et, en fin de compte, bientôt, nos villes et nos banlieues, d'ailleurs, deviennent très dangereuses. Hein. Ouais, on voulait voir les girafes, hein. Mais en fin de compte, il y a quand même des grandes zones de guerre en Afrique, où opèrent des bandes de barbares islamistes. Et c'est quand même très, très délicat. Alors c'est très bizarre, comment dire, c'est le bagage de toutes ces personnes et qui pose quand même une interrogation, vous voyez. C'était pas des gens qui avaient fait médecine, hein. Je crois qu'elle était docteur en sciences de gestion, voilà. Mais bon, sciences de gestion, ben justement, elle aurait pu aider les Français, ou trouver un job dans une entreprise française pour aider les Français à garder leur boulot. C'est bizarre parce que tous ces gens qui sont bardés de diplômes, moi je pense aux parents qui se sont saignés aux 80 pour offrir des études à leurs enfants, et puis qui voient leurs enfants partir pour aller faire de l'humanitaire, mais attendez, des gens qui ont bac plus 5, bac plus 10, maîtrise de je ne sais trop quoi, master, et puis là, ouais, ben non, je vais aider les petits noirs, ok, c'est bien, mais quand on a de telles compétences, pourquoi ne pas les mettre au service de son pays et de ses compatriotes, plutôt que d'aller prioritairement au secours d'Africains. Quelque part, on pourrait dire, je m'en fous de ce qui se passe en France, je préfère m'occuper de ce qui se passe en Afrique. En plus, cette personne, Charline, avait travaillé au Nigeria, dans un pays où il y a une guerre civile assez permanente et ultra-violente. Donc, les services de l'ambassade ont dû la briefer sur les dangers courus par les Blancs dans ce genre de pays. Les expatriés vivent dans des quartiers fermés, sévèrement gardés, et vont au boulot en véhicule blindé, avec parfois des gilets pare-balles et de gardes armés. On se demande ce que vient faire une docteure en gestion au ministère des Affaires étrangères, puis dans ONG d'ailleurs. Elle avait fait campagne pour Benoît Hamon d'ailleurs, cette dame. Mais bon, peu importe. Alors, il y a un truc qui m'interpelle aussi, c'est une autre personne, vous voyez, Nadifa, titulaire de 2 masters en droit et en gestion, encore, égarée depuis 2015 dans l'armée française, qu'elle a quittée en février 2020 après avoir déjà été déployée en Afrique, en République centrafricaine, pendant 6 mois. Du droit, de la gestion, puis l'armée. Et elle a quitté l'armée pour une ONG. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre, hein? Le reste est à l'avenant. Stella, qui a fait du marketing, puis une ONG. Myriam, qui a un master de Page Studies de Paris-Dauphine. Et Antonin, master en économie, assistant de recherche à l'INSEE, déjà parti en mission Mali. Voilà. Tous des surdiplômés qui, quelque part, n'ont jamais bossé dans une entreprise, création de richesse. Et voilà, ils ont été attirés par le monde merveilleux de l'humanitaire. Enfin bon, et la vraie vie les a rattrapés. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je veux venir t'aider. Et puis en fin de compte, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Mais enfin, c'est quand même très très louche. Je vous ai déjà dit, les humanitaires, généralement on les kidnappe et on demande une rançon. Donc le fait qu'on les mitraille comme ça, je pense qu'il y a anguille sous roche. Service secret, service de renseignement, quelque chose comme ça. Parce que pour aller mitrailler les gens, ouais, il suffit de les capturer et puis et de demander de l'argent. Enfin bon. Il y en avait un qui était le volontaire du groupe, chargé de logistique. Ok, voilà.
Enfin, il a quand même été étudiant en marketing, voilà. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que tant d'efforts pour faire quoi? On marche sur la tête. Si vous voulez. La France dépense des milliards pour former des jeunes blancs surdiplômés dans des matières pas forcément utiles, en fonction de ce qu'ils vont faire. Et puis en fin de compte, avec tous ces bagages, on part pour faire de l'humanitaire ou fonctionnaire. Et puis vous avez des immigrés en France qui font les mêmes études. Et donc nous, avec nos impôts, nous payons l'éducation de tout le monde, qu'ils soient blancs, noirs, etc. Mais eux, ils s'orientent prioritairement vers le privé. Donc vous avez des gens issus de l'immigration qui font des études. Mais premièrement, ils ont les dents longues. Et ils s'attaquent dans le privé. Ils prennent d'assaut des postes d'encadrement, de responsabilité. Et puis comme en fin de compte, il y a ce qu'on appelle... il y a une vague d'antiracisme et de discrimination positive. Donc, parfois, on peut faire la préférence à des gens issus... Ça fait bien d'avoir des gens issus de l'immigration pour dire, voyez... Donc, est-ce que vous avez vu beaucoup de Noirs, d'Arabes, qui retournent en Afrique dans des ONG? Sans parler des chauffeurs, des guides, des interprètes. Hein. Réfléchissez. Pas un seul. En fin de compte, ils ne sont pas masos. Ces gens-là travaillent, ont fait des études, ils ont le mérite d'avoir réussi, mais ils veulent du pognon et du pouvoir. Donc ils restent dans des boîtes privées. Et nous, les nôtres, eh ben, ils ont fait des études qui leur servent à rien et vont faire de l'humanitaire. Voilà. Donc, et puis alors après chaque crime commis par des bandes de musulmans terroristes, hein, nous avons droit à la leçon d'antiracisme obligatoire, surtout pas d'amalgame. Que dire Bon, ça c'est sidérant. J'ai l'impression que les ONG pourraient être des armes au service de la mondialisation et en fin de compte ne servent pas systématiquement les peuples. Mais bon, vaste débat. Vaste débat, mais j'ai l'impression que les Français en général, les Blancs, ont une espèce de haine de soi. C'est ce qu'on appelle un ethnomasochisme. Et puis vous apercevez que les familles de victimes défendent les bourreaux, et dès que des partis politiques ou des mouvements s'attaquent à ces crimes, et bien en fin de compte on vous dit « Ah, c'est la facochefère ». La fac, mais on dit la vérité, on recense qu'il y a tant de viols par jour. Qu'est-ce que j'avais vu une vidéo du Dupont-Aignan, 140 viols par jour. Et vous savez très bien que malheureusement, dans les viols, souvent, je ne dis pas la totalité, mais il y a une grosse partie, et vous avez 10% de la population qui représente 60-70% des viols, parce que ce sont des gens, vous comprenez, ils n'ont pas encore les codes de notre civilisation, vous voyez, ils sont nés en France, élevés en France, bon, plus tous les autres qui viennent d'arriver, ils n'ont pas les codes. Donc, et puis bon, de toute façon, c'est des Françaises, hein, donc elles n'ont pas leur même religion, ce sont des filles impures, hein, qui mettent des jupes qui ne sont pas voilées, donc quelque part, c'est bah, tu prends, tu te sers, hein, c'est open drive. Voilà, triste constatation. Ben, voilà, cette action du Niger, peut-être qu'un jour on en saura un peu plus, mais vous savez, il y a des tas d'actions, ce qu'on appelle sur faux drapeaux, les services secrets, qui dit même ce sont des activistes musulmans qui ont tiré sur ces bénévoles. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous pouvez avoir des mises en scène, vous pouvez avoir des tas de choses comme ça. Voilà. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, il y a un gars qui s'occupe de logistique dans cette organisation et personne d'autre. Enfin bon, c'est tout des gens qui ont fait des masters de gestion, je sais pas. Enfin bon. Alors, vous êtes aperçu que le directeur général de l'ONG humanitaire en a parlé.
Il a exprimé lors d'une conférence de presse sur les plateaux télévisés sur ce massacre. Hein. Ça s'est passé le 9 août 2020 et il annonçait la suspension de l'action de cette ONG dans ce pays. Alors ce monsieur, c'est monsieur Saint-Cernin. Là, en fin de compte, c'est un monsieur qui était à l'UMP et puis qui est... c'est le cousin de Dominique de Villepin, voilà. Et il a été amoureux d'une ex-milice de gauche, Aurélie Filippetti. Il a même écrit un livre inspiré de leur histoire singulière, Les idéaux. Voilà. Bon, il a gravité à droite, à gauche, il était secrétaire d'État, député, enfin bon, voilà. Mais bon. Je crois que d'après les Échos, je n'ai pas vu l'interview, mais d'après les Échos, il n'a pas été très très clair sur ce que faisaient ces personnes là-bas sur place. Mais bon, je m'interroge, hein, c'est tout. Hein. Je n'affirme rien, mais parfois, on peut se poser des questions quand même. Bon, bah écoutez, j'ai terminé mon propos. Merci en tous les cas pour tous les échanges. Oui, n'y voyez aucune animosité hein, contre ces pauvres bénévoles humanitaires. Hein. Mais parfois, vous dites, mais quel idéal peut animer ces gens? C'est bien, mais quand vous voyez le bagage qu'ils ont, plutôt que d'être efficaces par rapport à leurs études, la motivation pour aller aider des gens qui, en fin de compte, ne veulent pas de l'aide et les repoussent ou qui profitent justement de prendre des otages, d'exiger des rançons. Vous voyez, c'est très très perturbant, quoi. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, hein. Mais quand même, ben bon. Beaucoup de choses sont gâchées. C'est toujours ce double langage. Hein. Si vous mourrez à l'étranger, vous êtes victime d'un meurtre odieux. Et puis, bon, si ça vous arrive dans les rues de nos villes, c'est une incivilité. Alors, c'est ça, ça me... Bon, allez. Je vous laisse. En tous les cas, bah, écoutez, nous sommes vendredi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bah, je vous souhaite un bon week-end. Prudence sur les routes pour ceux qui rentrent. Et puis, à très bientôt. Merci en tous les cas pour vos commentaires et nos échanges. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.